tout ce partage de compétences fait que dès qu'on est dans un environnement favorable, propice, dès qu'on est aussi dans un environnement safe qui nous permet de nous dire ok, je peux prendre la parole et on va pas se moquer de moi, on va pas me juger, la barre n'est pas trop haute, je me sens pas nulle, et ben du coup il y a des choses de ouf qui se passent. Et moi c'est pour ça que j'ai créé cette boîte en fait. Ramène ta fraise dans 25 ans, c'est un endroit où les femmes peuvent prendre le pouvoir par l'apprentissage. Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Mom, I am a rich man. Bonjour, bienvenue sur Money Mindset, le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou. Seul ou à plusieurs, on aborde des thématiques telles que l'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Intimement convaincus que la richesse découle de la connaissance, alors partageons ce que nous savons afin que l'on devienne tout ensemble des femmes riches. Bonjour Nina, écoute, je suis super contente de te recevoir sur le podcast Money Mindset. Déjà, je suis fan, je fais partie de la communauté silencieuse, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aime beaucoup comment tu le fais, comment tu communiques, ta manière de communiquer aussi sur tes chiffres et la maternité. Et j'aimais aussi beaucoup comment tu avais présenté en fait à LinkedIn ton employé, ton alternante, et en disant que tu t'étais plantée et que finalement tu l'avais gardée. Voilà, c'est des petites histoires qui me marquent, et donc du coup je suis super contente de pouvoir échanger avec toi en vrai. Je trouve que c'est important de dire merci, et les gens ne le font pas assez. Donc on va démarrer. Sur Money Mindset, on aime parler d'argent. Moi, je suis une ancienne banquière, une ancienne professionnelle qui a un peu débarqué sur les réseaux sociaux malgré elle et plus ou moins par hasard. Mais on est là, donc on reste. Et en fait, je me suis rendu compte que le compte en banque d'une personne, c'est souvent le reflet de son histoire et des choses qu'il a vécues. Et j'aurais voulu savoir quelles sont les choses qui, toi, t'ont impacté et tu as l'impression que ça a influé sur ton compte en banque, par exemple. Les choses qui m'ont impacté en tant que personne. Personnellement, exactement. D'accord, Est-ce que tu as reçu une éducation financière, par exemple? Oui, merci beaucoup. Déjà très contente d'être là, très contente de parler de ce sujet. C'est pour moi hyper important. On n'en parle pas assez, et surtout les femmes n'en parlent pas assez d'argent. Et c'est cool d'avoir deux femmes qui parlent de pognon. Voilà, donc ceci étant dit, maintenant qu'on a dit ça, première chose sur ce qui a impacté mon rapport à l'argent. Moi, j'ai pas du tout eu d'éducation entre guillemets financière, dans le sens où on m'a jamais expliqué qu'il fallait placer ton argent, que ça faisait des effets composés. Enfin, vraiment, l'argent, pour moi, ça a toujours été quelque chose. J'en ai jamais manqué, j'en ai toujours eu dans ma famille, etc. Mais disons que on m'a jamais vraiment appris à le gérer. Moi, j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai pas fait d'études dans la finance, donc j'ai vraiment appris sur le tas. Je pense que la première chose qui m'a le plus fait voler toutes mes croyances, premier mois de lancement de ma boîte, j'ai fait 10 000 euros de chiffre d'affaires, et ça fait voler en éclats pas mal de croyances limitantes. En réalité, je pensais vraiment pas être capable de générer de l'argent toute seule par moi-même. Et je me suis dit, mais en fait, les possibilités sont infinies. Et en un an, j'ai fait plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, tu vois, jusqu'où ça allait derrière. Mais je pense que ça a été premier palier à passer, probablement le plus dur. Il m'a fallu 30 ans pour passer ce palier. Et une fois que je l'avais passé, il m'a fallu 1 an. Il m'a fallu 30 ans pour faire les 10 000 premiers euros de chiffre d'affaires. Il m'a fallu 1 an pour en faire 200. Waouh! C'est hyper inspirant et c'est super beau. Moi, ça, c'est le genre d'histoire que j'aime entendre, vraiment. Tu parles à mon cœur quand tu dis ça. Mais l'autre question aussi que j'avais, c'était t'es hyper transparente sur tes chiffres. Pourquoi? Parce que c'est pas courant en France. Ouais, parce qu'en réalité, j'ai rien à cacher. Je vois pas pourquoi je cacherais l'argent que je génère, parce qu'en réalité, toi, tu n'es pas ta boîte, et donc ton prix... Le prix de tes produits, c'est pas ton prix, c'est pas ta valeur à toi, tu vois. Donc il y a vraiment cette différence entre qui tu es toi et ta boîte. Et donc d'ailleurs, c'est pas parce que ta boîte fait 1 million d'euros que toi t'as 1 million d'euros dans ta poche. Donc ça, c'est quand même ultra important de l'avoir en tête. Donc il y a une décorrélation entre qui je suis moi et l'argent que je génère. Donc c'est déjà, quand tu arrives à comprendre que les deux sont pas corrélés, tu arrives aussi à moins y mettre de toi. Donc ça, c'est la première chose, et je pense que c'est ce que les gens ne comprennent pas toujours. Quand je dis, ouais, j'ai fait 200 000 euros la première année, les gens ils pensent que j'ai pris 200 000 euros, je l'ai mis dans ma poche. Donc ça, c'est la première chose. C'est, je me dis vraiment que moi, je ne suis pas ma boîte, et que l'argent de ma boîte n'est pas le mien. Déjà, ça change tout.
Ensuite, la deuxième chose, c'est que l'argent que tu vas faire, le chiffre d'affaires que tu vas faire, n'est uniquement représentatif que de ta capacité à vendre et à commercialiser les choses, à faire du marketing et de la vente. Moi, je pense que je fais 200 000 euros de chiffre d'affaires par an, et bientôt 300, je pense, parce que je suis très bonne en marketing et en vente. Et d'ailleurs, c'est pour ça que mon métier, c'est l'écriture de vente, c'est-à-dire c'est ce que j'enseigne. Mais tu vois, ça ne présume en rien de ma qualité en tant qu'humain, déjà. Et deuxièmement, il y a des personnes, alors moi j'ai un produit sur lequel j'ai une satisfaction client qui est géniale, mais il y a des gens, en fait, qui font un produit génial aussi et qui font pas cet argent, tu vois. Ouais. Donc c'est ça aussi cette idée, c'est de te dire, en fait, ce que tu montres, c'est aussi ta capacité à marketer et à vendre, mais il y a des gens qui ont un produit qui est génial, qui est aussi bon que le mien, et qui le vendront pas, tu vois. Et là, c'est l'argent aussi qui rentre en jeu. Et dernière chose, là, tu vois, je sors mon livre, il y a d'autres livres sur le copywriting, mais l'enjeu, c'est d'avoir un super livre, ok, c'est génial, il y a tout dedans, copywriting pour indépendants et entrepreneurs, première chose, mais probablement qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi écrit un livre sur le copywriting, mais qui n'est pas connu en fait. Donc l'idée, c'est comment tu fais savoir aussi ton savoir-faire. Et moi, j'aime beaucoup ce que tu dis, parce que je trouve qu'on ressent un côté, un gros travail sur soi-même. Parce que c'est pas évident d'arriver à faire une décorrélation entre sa valeur personnelle, ce que l'on génère comme cash, ce que l'on peut rapporter aussi aux autres. Et comment tu as réussi à faire ce travail-là? Ça a été graduel? Tu as eu un coup? Tu as pris des claques? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, j'ai pris plein de claques déjà. Mais la première, c'est... J'ai eu la chance de jamais commencer en micro-entreprise. Je suis entrepreneuse. Jamais commencer en micro-entreprise. Parce que la micro-entreprise, ça agrège en réalité ce que toi, tu rapportes, ce que toi, tu gagnes en tant que salarié ou en tant que personne humaine, et ce que ta boîte gagne. Donc tu vois, tout ça est mélangé. C'est ton statut de micro-entrepreneur, c'est un statut, mais ton chiffre d'affaires, en général, il va dans ton compte en banque. Et donc, tu n'arrives pas trop à faire la différence entre toi, ce qui se passe pour toi, ce qui se passe pour ta boîte, tes frais, etc. C'est généralement un peu le bordel. Et non, la chance que j'ai eue, c'est que déjà, j'ai créé un véhicule, j'ai créé une SASU. Et donc, ça encapsule ton argent. Donc, ton argent, tu ne peux pas le sortir sans passer par la case impôt, globalement. Et globalement, c'est 50%. Que tu te le verses en salaire ou que tu le verses en dividende, globalement, c'est 50%. Donc, ton argent, c'est un peu un argent fictif. Moi, je suis un peu dans un jeu vidéo. C'est pas dans mon argent à moi, c'est mon argent, c'est un peu le sujet jeu vidéo. Et donc ça, c'est une première chance que j'ai eue. C'est pas un apprentissage, mais c'est une chance que j'ai eue. Ensuite, la deuxième, c'est que, comme au travers de ce que j'ai généré comme contenu, de l'écriture et du copywriting, j'ai capitalisé sur une communauté assez importante. J'ai eu pas mal de clients, tu vois, et de clientes. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas assez de bande passante par rapport au nombre de clients que je pouvais prendre. Donc, à l'époque, je vendais du coaching individuel. Je pouvais prendre peut-être 10 clients dans la semaine, pas plus. Et donc, ce qui se passait, c'est que mon chiffre d'affaires, il plafonnait. Au bout d'un moment, une fois que tu factures tes 10 clients, ton chiffre d'affaires, il plafonne. Et donc, la question que tu te poses en tant qu'entrepreneur, c'est comment je peux faire de la croissance encore sur ma boîte. Et donc là, j'ai pas eu d'autre choix que d'augmenter mon chiffre d'affaires, enfin, que d'augmenter le prix de mon coaching. Et donc là, j'ai dû changer d'état d'esprit, de me dire, ok, Nina, en fait, là, t'as pas le choix, t'es au pied du mur, faut que tu augmentes. La manière dont j'ai fait ça, c'est que j'ai fait des paliers. Je facturais les 5 séances à 1000 euros. La deuxième fois, j'ai facturé les 5 séances à 1002, puis à 1005, puis à 1008, puis à 2000. Et aujourd'hui, c'est un produit qui vaut 3000 euros. Et donc, à chaque fois, je n'augmentais pas juste comme ça, déjà, j'augmentais progressivement. Mais surtout, je suis allée voir mes clients et je leur ai demandé. Alors, t'en as pensé quoi? Est-ce que t'es content? Est-ce que pour toi, ça valait le coup? Est-ce que tu as eu un retour sur ton investissement? Et à chaque fois, j'avais que des retours positifs. Et ça m'a encouragée à augmenter aussi le prix de la prestation. Et donc ça, c'est important aussi de récupérer du feedback et d'essayer de trouver des moyens qui rendent les choses plus objectives. C'est-à-dire que ton prix, c'est tellement quelque chose d'émotionnel, c'est tellement quelque chose avec lequel tu vas créer toi des croyances, des blocages et te dire non mais je peux pas facturer ça, tu comprends, qu'en réalité il faut accepter de s'en remettre à d'autres personnes et de dire en fait c'est eux tes clients donc ils savent mieux que toi. Donc quelque part c'est d'essayer de trouver des référentiels qui soient différents. Exemple, là je vais aussi du côté entrepreneuse parce que je travaille avec des freelances et là j'essaie aussi de choper un référentiel et d'avoir une vision sur le marché. Me dire, ok, ce type de prestat, ça coûte combien à peu près? Je rencontre 2-3 personnes, je vois les prix à peu près, et là, je suis capable de fixer un prix, moi aussi, quand je suis du côté acheteuse. Et donc, l'enjeu, c'est aussi d'arriver à trouver des référentiels, et c'est ça qui m'a aidé aussi dans le positionnement de mon prix et dans mon rapport à l'argent.
Waouh, c'est une vraie masterclass en fait sur l'idée de fixer le prix que tu nous donnes, parce que c'est vraiment quelque chose qui cristallise beaucoup de questionnements quand on est entrepreneur. Moi en plus je suis sur la partie un peu coaching, même si je n'en fais pas personnellement. Je me suis vraiment concentrée sur la création et l'animation d'une communauté plutôt que de faire du coaching à proprement parler. Mais c'est la question de comment je fixe mon prix. Est-ce que ce prix-là va être accepté? Est-ce que je le vaux? Est-ce que mon travail vaut ça? J'avais entendu beaucoup de choses, mais je n'avais pas vraiment entendu l'idée de... On parle avec les clients en fait. Parce qu'in fine, c'est quand même eux qui vont payer. Et moi, j'avais même beaucoup entendu il ne faut pas demander aux clients parce que dans tous les cas, ils vont te dire que c'est beaucoup trop cher. D'ailleurs, vous en pensez quoi de cette idée? Parce que toi, c'est un peu l'inverse ce que tu nous dis. Ah bah, c'est a posteriori. En fait, je demande a posteriori, est-ce que tu es OK avec le prix? Est-ce que pour toi, c'était trop cher par rapport à la valeur que tu en as tirée? Est-ce que c'était pas assez cher par rapport à la valeur? Est-ce que c'était le bon prix? Donc tu vois, il y a vraiment cette question-là du prix. Et aussi, la question, c'est à quel point tu rencontres de la friction. Après, au bout d'un moment, tu augmentes tellement que tu vas avoir de moins en moins d'acheteurs. C'est normal, parce que tu augmentes dans la pyramide. Et à partir d'un moment, bah, en fait, toi, c'est le bon moment où il y a de la friction. Tu arrives quand même à avoir des clients. C'est un peu dur pour eux d'acheter, mais toi, tu dois générer suffisamment de traction pour arriver à générer du lead maintenant, quoi. Oui. Donc, c'est un peu ça l'objectif, vraiment. Et il faut accepter aussi autre chose, c'est qu'un prix, déjà, c'est émotionnel. Donc un prix, on décide que ça. Enfin, c'est aussi émotionnel, surtout quand on vend de la prestation. Quand tu vends un objet, bah, tu as le coût de fabrication de l'objet. Mais il y a aussi une valeur qui est très émotionnelle, surtout quand on fait de la presta. Bon, bah, parce que l'heure, elle vaut 50, 60, 100, 500. Et il faut accepter qu'il y a une partie qui n'est pas rationnelle. Et autre chose aussi, c'est accepter que ton prix il évolue. C'est-à-dire que ton prix va évoluer, peut-être que au même titre que quand tu fais bien ton travail, et ben, tu attends ton employeur qui t'attribue une augmentation, bah, auto-attribue-toi des augmentations quand tu fais bien ton travail, tu vois. Et c'est aussi cette idée de dire, bah, je vais aller écouter ce que j'en pense, ils sont satisfaits. Donc il y a vraiment deux enjeux là-dessus, et moi je pense vraiment qu'il faut écouter ses clients tout le temps. Faut écouter, il faut passer du temps, il ne faut pas le prendre personnellement. Il faut arriver à avoir suffisamment de recul pour se dire, ok, bah, elle a dit, même si elle ne fait pas plaisir sur le moment, même si je me prends une claque, bah, je l'entends et je modifie. Waouh, ok. Écoute, merci beaucoup. Avant de venir ici, j'écoutais aussi un épisode de podcast que tu avais fait dans lequel tu donnais des conseils sur le copywriting, et tu disais que quand on a une newsletter, il faut aller poser des questions aux lecteurs. Et on retrouve en fait ce truc-là tu es vraiment dans l'échange, là où je trouve que c'est pas tous les influenceurs ou marketeurs ou peu importe qui ont une communauté qui échange autant. Moi, je suis un peu comme toi, vraiment. Et en fait, c'était de se dire que, mais comment tu fais pour échanger autant quand on a 95 000 abonnés? Est-ce que c'est toi qui échanges, ou peut-être que tu délègues, ou non? Comment tu fais? Je crée des moments. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, mes clientes, je suis hyper connectée avec elles. C'est-à-dire que quand tu es cliente chez Nina Ramen, en général, tu as le numéro de Nina Ramen. C'est-à-dire que les participantes, surtout sur mon produit Bootcamp, où vraiment c'est le produit sur lequel elles ont vraiment de l'interaction, de la communauté, etc. C'est un produit qui les aide à prendre la parole sur les réseaux sociaux, et donc à se faire connaître, et donc à générer de l'argent, globalement. Et en gros, elles ont le numéro de téléphone de Nina. Donc moi, je passe... Alors, elles ne l'utilisent pas, mais elles sont sur des groupes de discussion où moi, je lis tout ce qu'elles écrivent. Et donc, quand tu lis ce que tes clients disent, ce qu'elles disent entre elles, moi, je découvre plein de choses, en fait. Et c'est de ça dont je m'entraîne. Deuxièmement, j'essaie de créer avec elles des espaces d'échange. Par exemple, à la fin de chaque promotion du bootcamp, j'organise un dîner, un apéro. Et donc ça me permet aussi d'entendre ce qu'elles ont à dire, leurs difficultés. Et leurs difficultés ne sont probablement pas celles que j'imagine. Peut-être qu'elles, moi, j'imagine qu'elles ont du mal à avoir des idées. Alors que peut-être que non. Elles n'ont pas du tout du mal à avoir des idées. Peut-être que la problème, c'est je me sens pas légitime. Et donc ça te permet en fait de comprendre qu'est-ce que la personne, là où elle a mal, ce qu'elle cherche comme réponse, et est-ce qu'elle a conscientisé son problème. Donc j'organise des espaces avec mes clientes. Pourquoi les clientes? Parce que c'est des personnes dont je sais qu'elles sont capables d'acheter. Donc il y a aussi le persona, la personne que tu dis elle est capable d'acheter. Après, pour les personnes avec qui j'ai plutôt des espaces sur des discussions gratuites, tu vois ce que je fais énormément, je donne beaucoup de contenu gratuit, ma newsletter,
Là, je lis tout, 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 je lis tout. Vraiment, et c'est hyper important pour moi. Il y a un espèce de, aussi dans ma newsletter, quand tu arrives, il y a un espèce de questionnaire de qualification où je te pose des questions et tu me réponds. Donc dans ces questions, il y a c'est quoi tes objectifs business, pourquoi tu vas apprendre l'écriture. Il y a plein de questions comme ça qui me permettent de comprendre qui j'ai en face de moi. Et dernière chose, quand je fais des coachings individuels, je le fais pratiquement plus maintenant, mais ça me permet d'aller creuser plus profondément. Donc j'ai plein de leviers pour aller accéder à ma communauté. Alors la question c'est, est-ce que sur les 95 000 personnes, je réponds à tout le monde individuellement en prenant une réponse de 10 lignes? Non, c'est pas possible. Mais j'essaye à minima de lire. Je réponds sur ma newsletter à tout le monde. Au moins, je lis tous les emails. Et genre, je prends, ça occupe une grosse partie de ma semaine. Waouh, ok. Et donc, tu as beaucoup commencé sur LinkedIn. Après, tu t'es diversifié sur Instagram, YouTube. Quelle était la vision derrière tous ces réseaux sociaux? C'est toujours faire la même chose ou la même chose différemment? Est-ce que tu as une stratégie? Est-ce que tu vas quelque part de très, très précisément? Ouais. C'est une excellente question parce que je pense que quelqu'un qui est très bon sur un réseau ne veut pas être bon sur tous les réseaux. Donc moi, je suis excellente sur LinkedIn, comme tu l'as dit, j'ai plus de 90 000 abonnés. Et sur Instagram, je suis un bébé. Donc, je pense que j'ai moins d'abonnés que toi, clairement, tu vois. Oui, bon, moi, j'en ai que 2000 de plus. Hein, oui, mais quand même, tu vois, non, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, c'est compliqué d'optimiser tous les réseaux à la fois parce que les codes de LinkedIn ne sont pas les mêmes que sur Instagram, qui ne sont pas les mêmes sur YouTube. Donc, moi, je me suis dit, ok, je mets à fond sur LinkedIn, c'est mon canal, mais j'ai pas envie de mettre tous mes œufs dans le même panier. Donc, je vais quand même un peu capitaliser sur Instagram. Et autre chose, YouTube, ça a une autre utilité, c'est le temps long. C'est-à-dire qu'un post LinkedIn, tu vas le poster, il va monter et il va redescendre. En 24 heures, c'est fini, pratiquement, allez, 48 heures, une semaine maxi. Alors qu'une vidéo YouTube, elle peut être valable encore des semaines et des mois après. Et les gens vont encore tomber dessus, tu vas encore capitaliser dessus. Donc, c'est un peu la différence entre louer et acheter. C'est-à-dire que sur LinkedIn, tu loues, t'es là, genre, bon, ok, t'as des pics et c'est génial, et t'as des gros pics à 100 000. 200 000, 1 million de vues, mais sur YouTube, tu as quand même le temps long qui joue pour toi. Donc pour moi, c'est ça aussi, cette idée. J'ai voulu, avec YouTube, avoir quelque chose qui soit plus sur le temps long, capitaliser plus. Et même si je poste une vidéo tous les mois ou une vidéo tous les 6 mois, c'est pas grave parce que c'est une vidéo qui va rester, qui va continuer de travailler pendant que moi je fais autre chose. Alors que LinkedIn, quand tu n'es pas en train de poster, personne n'entend parler de toi. Merci pour ta réponse, ça me parle beaucoup parce que moi j'ai aussi lancé une chaîne YouTube sur laquelle en fait je redirige mes épisodes de podcast. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés, mais en fait je trouvais qu'il y avait aussi cet aspect avec YouTube je trouve que le lien est plus fort. Pourtant je ne suis pas du tout à l'aise devant la caméra. Je ne suis à l'aise devant une caméra que quand je parle avec quelqu'un parce que j'oublie que tu vois il y a une caméra qui me fixe. Mais en fait je me suis rendu compte que moi quand je regarde une vidéo, je me sens beaucoup plus proche de la personne que quand je lis quelque chose, ou tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça que je m'étais dit non, mais en fait, on va forcer, on va faire des cours, mais YouTube, c'est important d'y aller. C'est dur, ça veut dire que toi aussi, tu as du mal c'est dur, c'est vraiment compliqué parce qu'il y a des codes. Tu vois, par exemple, les 10 secondes de ton intro, même les 2 minutes de ton intro, elles sont cruciales sur YouTube. Les gens, ils vont direct choisir de continuer de regarder ou d'arrêter parce que tu as plein de sollicitations aussi. Tu vois, tu as plein de vignettes à côté. Tu regardes ton écran et puis tu as plein de vignettes à côté. Tu as envie de cliquer dessus, tu vois. Donc c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. C'est-à-dire que tout réside dans l'attention que tu vas être capable de capter. Et quand tu as des personnes qui te regardent, en fait, des spectateurs qui sont habitués à un niveau de réalisation du type Squeezie, tu vois, là tu te rends compte que toi avec ta vidéo et ta webcam là t'es quand même beaucoup de niveau en dessous, donc le niveau sur la plateforme il est très élevé et l'enjeu c'est d'arriver à rencontrer un public sur une plateforme où le niveau est très élevé. Je pense que moi à l'époque où je suis arrivée sur LinkedIn, le niveau était beaucoup moins élevé. Alors là il commence à le devenir de plus en plus parce que la plateforme est en train de s'éduquer, mais à l'époque sur YouTube, Norman fait des vidéos, le mec il a mis sa webcam dans sa chambre et puis il a fait des millions de vues. Aujourd'hui je suis pas sûre que ce soit aussi accessible, en tout cas aussi facile avec un niveau de réalisation. Je pense que c'est possible. D'ailleurs, il y a un mec qui a une chaîne qui s'appelle Fulloscopy. J'adore sa chaîne. Il étudie les foules et franchement, son contenu est tellement puissant qu'il n'a aucune réalisation. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, le niveau global de la plateforme a quand même tendance à augmenter. Donc, pour moi, ça joue.
pareil, sur LinkedIn, moi j'ai commencé sur LinkedIn, c'était il y a 5 ans, donc il y avait beaucoup moins de monde qui créait du contenu, il y avait beaucoup moins de personnes qui consommaient du contenu. Tu arrives un peu sur un terrain beaucoup plus vierge et clairement tu prends de l'avance. Et après, tu te fais connaître de ta communauté et tu gardes ce lien, quoi. Voilà un peu ce que je peux te dire sur ça. Et sur YouTube, oui, c'est dur, mais la question, c'est comme tout, à quel point tu es capable d'apprendre, de comprendre et de progresser. Ah ben écoute, merci beaucoup pour ta réponse, elle est très encourageante. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'espoir. Moi je trouve ça chouette. Même s'il y a de la concurrence, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et puis après, c'est la vie, même si ça marche pas, ça veut peut-être dire que c'était peut-être pas fait, YouTube n'était peut-être pas fait pour moi par exemple. Et ça veut dire que peut-être autre chose est fait pour moi. C'est vrai que moi j'ai beaucoup ce mindset-là. J'essaye quelque chose, si ça marche rapidement, tant mieux. Si ça marche pas, sur le coup, je persévère un moment et après je fais les bilans. Si les comptes, j'ai trop perdu, j'arrête. Je fais autre chose. Mais ok. Et je voulais savoir du coup, parce qu'on était nombreux, je pense, des podcasteurs à avoir postulé. Et pourquoi est-ce que j'ai été choisie? Parce que moi, c'était une des questions. Je me suis dit, mais attends, dis donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut expliquer aux gens, mais ouais, alors en fait, j'ai organisé ces 2 jours qui s'appelle Ramène ton podcast dans le cadre du lancement de mon livre en me disant, ok, j'ai pas le temps, le reste du temps de faire beaucoup d'interviews parce que je suis pas un truc, notamment aussi dans cette chaîne YouTube, tu vois. Et la question, c'était toujours, j'ai expliqué la démarche. Et on a eu à peu près une 40aine de candidatures. Donc en réalité, là, ce qu'il faudrait, ce serait inviter Julia pour qu'elle nous explique exactement comment elle a sélectionné les personnes. Parce que Julia, c'est avec elle que je travaille sur le podcast. Et donc, j'ai un peu une idée de comment elle a sélectionné parce qu'on a choisi ensemble. Mais en gros, première chose, c'est ton nombre d'épisodes. Pourquoi? Parce que ton nombre d'épisodes est révélateur de à quel point tu vas continuer longtemps, tu vois. Donc il y a cette idée de plus tu as fait d'épisodes et plus, si tu as fait 70 épisodes, il y a plus de chances pour que tu fasses 70 autres épisodes que si tu as fait un épisode, tu vois. Oui. Donc ça c'est la première chose, c'est la consistance et à quel point c'est quelque chose de sérieux pour la personne en face. En vrai, des personnes sérieuses, tu vois. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a choisi des thématiques qui étaient complémentaires les unes des autres. Donc on a aussi bien parlé avec Baptiste de ce qu'on appelle learning by doing, donc de l'apprentissage en faisant. On a parlé avec Simonie de finance, on a parlé avec Cyril de développement personnel, on a parlé avec Pierre-Baptiste de PB de copywriting. On a choisi des thématiques qui étaient complémentaires pour pas que Nina se retrouve à répéter la même chose, ce qui a été beaucoup moins sympa pour moi. Oui. Et autre critère qu'on a fait, c'est à quel point on connaissait la personne. Tu vois, il y a des personnes que je connaissais, ça faisait longtemps qu'elles nous avaient sollicité ou avec qui je devais faire un podcast et je n'ai pas eu l'occasion. Et c'est vrai que c'était un peu eux les prioritaires, quoi. Donc voilà un petit peu les différents critères sur lesquels on a choisi. Et donc toi, c'était le money mindset. Et ça, je trouve que c'est trop bien parce que comme je te le disais en introduction, déjà d'avoir une femme qui parle d'argent, et d'avoir cette idée d'avoir un lien avec l'argent et ton état d'esprit, de comprendre qu'en fait, si tu génères pas d'argent, c'est que toi-même tu as peur de générer de l'argent. En fait, tout part de ton état d'esprit, en fait, tout part de qui tu es. Si toi, tu as peur, si tu n'arrives pas à recruter, c'est probablement que tu as un problème pour déléguer. Si tu n'arrives pas à faire de chiffre d'affaires, c'est probablement que tu as un problème avec l'argent. Ouais. Si tu n'arrives pas à créer du contenu, c'est probablement parce que tu as un problème de confiance en toi. Tu vois. Et si tu débloques toi-même tes problématiques et toi-même ta propre confiance en toi et ton mindset, quelque part, tu arriveras à débloquer ta boîte. Et donc, ton podcast s'appelle Money Mindset. Et donc, j'étais intéressée aussi d'aborder cette thématique de comment tu relis ton état d'esprit avec l'argent que tu gagnes. Et dernière chose, moi, l'argent, c'est pas du tout tabou pour moi. Donc, je trouve ça trop cool de se dire, c'est le seul, en fait, où on parle vraiment, qui s'appelle Money, quoi. Non, mais c'est vraiment, j'entends de l'or, là, dans mes oreilles, du miel, du chocolat, ce que tu... Non, mais c'est magnifique, parce que c'est vraiment ça. Et je trouve qu'on est dans une société où, tu vois, les gens, ils vont se dire, j'ai pas beaucoup d'argent, ils vont taper sur Google, comment devenir riche. Ouais, non, mais c'est parce que c'est ça, en fait, c'est parce que je ne sais pas comment devenir riche. Ils vont jamais se dire qu'en fait, c'est peut-être parce qu'ils ont vécu des traumas qui font qu'ils ont du mal à accueillir l'abondance dans leur vie, tu vois. Les femmes, elles vont se dire, ah oui, c'est bizarre, je ne tombe que sur des mecs méchants, quoi qu'est-ce. Ouais, c'est clair. Et en fait,
jamais elle va se dire qu'il y a le fait aussi qu'il y a un lien avec le fait qu'elle a un boulot dans lequel elle n'est pas bien payée ou elle n'est pas reconnue à sa juste valeur parce que en fait quand elle était petite, elle était dans une famille où elle avait une relation assez toxique avec sa mère. Tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est tous ces... Exactement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et juste je rebondis parce que là, ce que tu me dis, c'est en train de me faire penser à une conversation que j'ai eue il y a 2 jours avec une personne qui me disait ouais, mais en fait, moi, je me suis rendu compte que mon rapport à l'argent, en fait, il était hyper... Enfin, je me sentais pas très bien de gagner de l'argent et du coup, je savais pas, il y avait un truc qui n'était pas résolu. Mais c'est parce que moi-même, en fait, quand j'étais petite, ma mère, elle allait travailler le soir et avec des patrons qui la payaient. Et quand elle rentrait, elle arrêtait pas de dire oh là là, mais ils gagnent plein d'argent et puis en fait, ils sont pas sympas, etc. Et ils redistribuent pas et du coup, c'est des cons, etc. Et finalement, bah, moi, ça m'a mis un truc de bah, tu gagnes de l'argent, t'es con, quoi. Et du coup, ça m'a bloqué dans mon mindset, ça m'a mis un mode, ok, en fait, le fait de gagner de l'argent, ben, c'est pas forcément un truc super cool, ou en tout cas, ça provoque des trucs négatifs. Et quand dans ton enfance, t'as vécu ça, t'as entendu ta mère dire ça, bah, finalement, ça va aussi créer dans ta tête bah, des raccourcis qui vont faire que tu vas plus culpabiliser à gagner de l'argent. Et c'est pas toujours facile parce que l'argent, finalement, bah, avoir de l'argent, c'est aussi, bah, ça veut dire plein de choses. Tu vois. Je vais prendre un autre exemple. Pareil, quelqu'un autour de moi, lui, il a toujours vécu dans un environnement social assez modeste. Avec des parents qui gagnaient leur vie mais qui partaient pas en vacances, ils sont 3 enfants, enfin vraiment tu vois un environnement social pas ouf, mais bon il a été très heureux, il a passé une enfance heureuse, etc., pas de problème. Et ce qui s'est passé c'est que lui c'est le seul enfant de sa famille qui a fait un bac+5 et aujourd'hui il est CSP+, il gagne plus de 50 000 euros par an et il s'est passé que ben, quelque part, il y a un décalage qui a été créé. Et pas seulement à ce moment-là, aussi parce qu'il a fait une première partie de ses études, je ne vais pas dire parce qu'après on va le reconnaître, une première partie de ses études, mais avec des personnes qui se sont arrêtées là. Il a fait un bac+2, les personnes se sont arrêtées là, et lui il a continué un bac+5. Et du coup, ça a créé un décalage à plusieurs égards. Le premier, c'est à l'égard de ses parents, qui en fait sont là à dire ouais, mais en fait là. Notre enfant gagne plus que nous, et donc comment tu te situes par rapport à ça, par rapport à tes parents? Évidemment que les parents sont fiers, ils sont trop contents, mais toi tu dois quand même résoudre ce truc-là. Dans ta fratrie, bah, t'es celui qui gagne le plus, et donc comment tu te positionnes par rapport à tes frères et sœurs? Et troisièmement, par rapport à tes amis, qui eux bah, gagnent probablement la moitié de ce que toi tu gagnes, et qui t'ont vu évoluer, et qui aujourd'hui, bah, c'est toi le méchant patron, tu vois. Oui, c'est un transclasse. Et voilà, un transclasse de classe, exactement. Et donc toutes les problématiques qu'ils rencontrent là, bah, elles sont au quotidien, tu vois, pour le coup. Et puis c'est des problématiques dont on ne parle pas, c'est compliqué parce qu'en plus, moi c'est des trucs qui me passionnent et je fais que ça dans mon podcast, mais du coup tu vois bien que la problématique du mec ce qu'il a, c'est qu'en plus on va même pas te plaindre. Oh mon pauvre petit, tu gagnes trop d'argent, elle est dure ta vie. Alors qu'en fait il souffre vraiment. Ouais, tu vois. C'est clair. Donc du coup c'est pour ça que j'étais super contente d'avoir été sélectionnée, de pouvoir en parler avec toi. Et l'autre question que j'avais du coup c'était maintenant, c'est beaucoup Nina, la femme qui m'intéresse, la maman, comment elle gère sa maille, qu'est-ce qu'elle t'a ouvert un compte, est-ce que tu as ouvert un livret A pour ton petit haut, une assurance vie, un PEA? Alors moi j'adore l'argent, en fait ce que j'adore dans l'argent, c'est pas forcément ce que ça peut, j'en parlais avec une copine hier, moi ce que j'adore dans l'argent c'est pas forcément ce que ça peut acheter, c'est juste d'être dans un jeu vidéo, c'est-à-dire que quand je vends mes produits, mes formations, moi je vois le compte en banque, ça fait cling, cling, cling. Et genre vraiment, j'ai l'impression d'être au casino. Genre, ça crée vraiment une. Mais c'est de la dopamine. Oui. La dopamine, c'est comme les likes sur les réseaux sociaux. Ça crée des décharges, comme si tu bouffais des Twix, quoi. Ça met des décharges dans ton cerveau, tu sais, mais trop content, genre, trop bien de faire. Donc bref, moi c'est un peu ça, ce que ça me provoque l'argent. Après, j'en fais pas grand chose du coup. Donc en fait, donc plusieurs choses par rapport à ça. La première, c'est que bah, je savais pas ce que c'était jusqu'à très récemment de générer beaucoup d'argent. Donc ça c'est la première chose, c'est quand t'as pas autant d'argent à gérer, tu sais pas trop quoi en faire. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que une fois que t'en as, bah, tu sais pas trop quoi en faire. Avant, enfin moi j'avais une boîte, j'ai commencé, j'avais 90% de marge sur tous mes produits et je me suis dit mais ok, en fait à la fin de l'année t'as les impôts, qu'est-ce que tu fais? Et donc c'est là où j'ai commencé à prendre des gens, à me décharger et me dire bah ok, l'argent ça va me servir à acheter du temps, à être plus confortable dans ce que je fais. Donc première chose que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à prendre l'argent que je gagnais avec ma boîte et
et à prendre et à déléguer en fait. Enfin, plus que déléguer, j'aime pas trop ce mot parce que ça fait genre un peu je donne une tâche à faire à quelqu'un, plutôt à m'entourer de personnes qui aiment mon job mieux que moi et avec qui j'avais du plaisir à partager et à échanger. Et qu'au quotidien, on passait des bons moments, quoi. Donc, tu vois, ça a été vraiment génial et ça m'a permis de gagner du temps, ça m'a permis d'avoir une meilleure qualité de vie. Là, aujourd'hui, j'arrive à faire des journées 9h, 17h, 18h, alors qu'avant, c'était impossible. Bah, là, j'ai encore du mal, tu vois, il y a des fois où c'est compliqué, il y a tu vois, il y a de la conjoncture. Mais la première chose que j'ai fait avec mon argent, c'est m'acheter du temps. C'est déjà pas mal. Pour avoir des journées à peu près correctes, avoir une pression un peu moins importante. Et aujourd'hui, j'ai délégué toute une partie de mon produit à un de mes associés. C'est elle qui gère toute la partie produit. Elle s'occupe du recrutement des freelances, de la satisfaction client, etc. Donc ça, c'est toute une partie. Donc ça, tu t'achètes du confort, déjà. Et ensuite, personnellement, il y a aussi un autre élément qui est important, c'est que ma boîte gagne beaucoup d'argent, mais moi je ne gagne pas beaucoup d'argent. Donc, moi, à l'heure d'aujourd'hui, je suis encore chez Pôle emploi, je touche encore les ARE, et donc ma vie en fait n'a pas changé dans son quotidien, même si ma boîte est très riche, moi je ne le suis pas forcément, tu vois. Donc ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose que la boîte m'a permis de faire, c'est aussi d'avoir un confort de vie meilleur, et notamment avoir une nounou. Nous sommes une nounou de jour qui me permet de travailler, et il y a une nounou de soir aussi, qui me permet aussi de pouvoir finir plus tard, de ne pas être stressée, de pouvoir finir, d'avoir un relais, quoi. Et ça, c'est beaucoup de confort pour moi. Donc ça, c'est sur la partie qu'est-ce que je consomme, entre guillemets. Et ensuite, il y a la partie investissement, donc je suis en train de voir, parce que je ne suis pas très bonne encore là-dedans. Mais ce que j'ai mis en place, c'est déjà une assurance vie, avec un prélèvement automatique, donc ça, je ne me prends pas la tête. Tous les mois, il y a de l'argent qui part sur l'assurance vie. L'étape d'après, il faut que j'y réfléchisse. Potentiellement, peut-être je pense peut-être plus dans un portefeuille, tu vois, soit d'actions, soit de toute façon l'immobilier. En fait, il n'y a pas 36 000 choix. Aujourd'hui, je suis au niveau zéro de ces deux manières d'investir. Et je pense qu'il faut d'abord aussi que je le fasse de manière personnelle. Moi, je suis le genre de personne, sur ma boîte, là, il y a 100 000 euros de trésor. Alors après, c'est pas que mon argent, j'ai pas payé la TVA, j'ai pas payé des impôts, j'ai des factures fournisseurs qui sont pas encore rentrées, donc tu vois, c'est juste de la trésor, donc c'est pas de l'argent ni qui va dans ma poche, ni de l'argent. Parfois, il y a une partie qui appartient pas à la boîte, mais j'ai quand même beaucoup trop d'argent sur une boîte, quoi. Il n'y a rien qui est placé, donc avec l'inflation, etc. Et pareil, sur mon compte perso, j'ai plein d'argent. Et je ne sais pas exactement quoi en faire, donc j'ai un peu cette peur aussi de placer l'argent. Donc c'est pas parce qu'on génère beaucoup d'argent qu'on est capable de placer son argent. Or, c'est une compétence qui est ultra indispensable, parce que comme un post LinkedIn qui il monte, il descend, après tu n'as plus d'effet, en fait, le fait, alors que sur une vidéo que tu vas mettre sur YouTube, tu vas avoir des effets cumulés, et en fait tu vas avoir de plus en plus de vues, etc. En fait, c'est pareil avec l'argent. Donc l'argent, si tu le laisses sur ton compte, tu vas pas réussir à générer beaucoup d'argent pour plus tard. Donc là, l'enjeu, c'est que je réussisse à investir pour créer du capital et des effets composés. C'est-à-dire que si j'ai du capital qui me rapporte tous les ans et que je remets dedans, au bout d'un moment, j'arriverai à me faire une retraite, etc. Mais aujourd'hui, j'ai pas encore appris à faire mieux là-dessus. Je sais très bien générer de l'argent, mais placer mon argent, aujourd'hui, c'est encore vraiment ce sur quoi je dois progresser, quoi. Non mais je trouve ça extraordinaire ta réponse, et merci, parce que j'ai souvent écouté les interviews des hommes qui ont ton profil, et c'est là où je me rends compte que globalement les femmes, en fait, quand on arrive à faire beaucoup de cash, c'est presque un hasard, tu vois. On n'est presque pas préparé. Ouais. Parce que j'ai pas vraiment vu des hommes qui ont ton profil, qui savent pas comment placer leur argent. En général, ils sont déjà prêts. Ils savent déjà, à peine les soins arrivent, boum, on sait déjà, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, quand moi j'entends ta réponse, ça me rassure, parce que je me dis, non mais Vanessa, c'était vraiment à ta place. Parce que justement, c'est ça, c'est aux femmes. C'est un peu pas aux femmes exactement comme toi. Je parle même aux femmes, pour moi, qui sont un peu en dessous de toi, tu vois, qui sont en train d'aller vers quelque chose comme toi, qui vont avoir une carrière florissante comme toi, et de leur dire non, papillon, non, avant d'aller croître, moi je vais te former, je vais t'apprendre à gérer ton argent, parce que c'est hyper important. Moi je suis perdue, hein. Moi je suis du père, hein. Vraiment, j'ai plein d'argent, mais je suis genre. Et en fait, le pire, c'est que c'est pas comme ça qu'on devient riche. On devient vraiment riche en prenant son argent, en le plaçant, en faisant des effets composés, en capitalisant. Tu vois, je veux dire. Pour moi, tu vois, c'est à nuancer, parce que pour moi, tu es déjà riche. Pour moi, déjà, en fait, même dans la richesse, il y a une problématique de mindset, tu vois.
Mais parce que tu peux connaître même la théorie parfaitement, mais quand il s'agit de dépasser ce que toi tu as vécu, c'est encore autre chose. Et après, il y a le truc on parlait de comment est-ce que tu te sens riche. C'est parce que c'est pas parce que tu as 100 000 euros sur ton compte en banque que tu te sens riche, tu vois. Mais dans l'absolu, si tu as 104 trésors et que tu as des revenus par ailleurs, en fait, tu es vraiment riche. Mais même si tu es vraiment riche, il y a encore une autre étape de je pense comme les riches. Oui, c'est ça, c'est exactement. Ça. Et je pense que tu vois, c'était cette nuance-là ça. à laquelle tu faisais référence qui faisait que, en effet, les personnes qui ont beaucoup d'argent, qui ont un super patrimoine, ils savent qu'en fait, ils veulent générer des intérêts composés, ils savent comment le faire, ils ont des stratégies, et de toutes les manières, si eux, ils n'ont pas ça, papa, maman a, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est de se dire que, moi, je travaille pour dire aux femmes que, bon, écoute, moi, je suis pas milliardaire, et je vais pas te dire comment devenir milliardaire, mais la base de la base, je vais te l'apprendre, de telle sorte que, si tu as envie, si tu travailles, en fait, quand tu vas pouvoir récolter en fait le fruit de ton travail, ça va tomber et tu sauras quoi faire. Parce qu'il y a ce stress et je le sens un peu dans ta voix que comment je fais Oui, moi c'est là. J'ai 100 cas, c'est pas possible. Il me faut vraiment une Vanessa dans la vie. Il me faut une Vanessa dans la vie, c'est sûr. Ça c'était la phrase que je voulais trop entendre. Non, mais ça me fait vraiment plaisir. Mais c'est parce que de se dire que je sais que... Et en plus, tu peux pas trop te plaindre. Tu vas dehors, tu vas dire ça, on va te jeter des tomates. C'est quoi son problème à elle? Et c'est un vrai stress de se dire, mais j'ai 100 cas, mais comment je fais? Je peux pas les laisser sur le compte courant parce que l'inflation va grignoter, mais je peux pas mettre sur le livret A parce que de toute façon il y a le plafond et apparemment c'est pas assez bien, le PEL et l'assurance vie et les actions si je perds tout, la crypto. La crypto c'est dangereux. Et en fait, l'immobilier, l'immobilier, le problème c'est tout l'admin que ça représente parce qu'imagine j'achète un bien, je me trompe dans mon bien. Déjà moi c'est remplir un CERFA, c'est déjà une angoisse dans ma vie. Mais alors acheter un bien, laisse tomber. Déjà faut faire des AG et tout, moi ça m'angoisse mais genre de ouf, tu vois. Vraiment ça m'angoisse, vraiment ça fait des grosses batailles. Non mais je comprends. J'avais un bien que j'ai mis en location, mais c'était genre juste signer le contrat et tout, c'était une angoisse de ouf. Donc même quand moi je suis locataire, ça m'angoisse. Donc quand t'es propriétaire, c'est encore pire. Non, je te comprends. Voilà, j'ai vraiment ce truc-là. Et comme tu dis, c'est la différence entre être riche et penser comme une riche, tu vois. Ouais. Et ça me fait penser au bouquin Père riche, Père pauvre. C'est vraiment ça. Et pourtant, moi je ne suis pas transfuge de classe. Oui. Moi, j'ai grandi dans un environnement bourgeois avec des parents riches. J'ai vécu à Paris, dans des beaux quartiers. Enfin, vraiment, tu vois, j'ai pas de sujet là-dessus, mais j'ai pas eu d'éducation financière. Et tu vois, je me sens pas comme... Enfin, je me sens pas comme pas à ma place. Donc, je pense que ça m'a donné une certaine légitimité, un certain rapport à l'argent. J'ai une famille d'entrepreneurs, moi. Donc, tu vois, j'ai une famille de commerçants. Précisément. Donc tu vois, la vente, etc., c'est quelque chose qui est facile pour moi. Et d'ailleurs, je suis très consciente que je pars pas de la même ligne de départ que tout le monde, tu vois, là-dessus. Donc ça, déjà, j'ai conscientisé ça pour la vente, mais pas pour la gestion de l'argent. Et donc je vois l'avance que j'ai prise pour la vente et le fait de savoir générer de l'argent, parce que je l'ai vu autour de moi. Mais par contre, le fait de savoir gérer de l'argent, je l'ai beaucoup moins vu autour de moi pour le coup. Mais moi, je pense que ça, c'est l'aspect féminin. Ça, c'est vraiment l'aspect féminin, l'aspect femme, dans le sens où c'est comme si tu n'es pas vraiment dans ton féminin. Quand tu commences à aller chercher des intérêts, à aller bien placer, à aller négocier, à aller faire attention, en fait, à ton argent et vraiment à le suivre. Connaître tes prix, présenter tes prix, encaisser ton cash, c'est encore autre chose de se faire fructifier cet argent. Exactement. Et même quand tu le fais fructifier, c'est encore autre chose parce qu'il y a la problématique de couper ses positions en bourse. C'est-à-dire que tu fais un investissement, ton investissement fait x2. C'est intéressant en général de prendre la moitié de ce que tu as gagné pour sécuriser tes gains. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de le faire, c'est pas tout le monde qui le sait, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Et je te parle même pas des femmes. Tu vois, et donc et c'est pour ça que je me suis rendu compte qu'il y avait cette importance-là, cette nécessité-là d'en parler, déjà, qu'entre femmes on se sente légitime, et c'est aussi pour ça que ça me faisait plaisir en fait de lire des posts et de voir à quel point tu étais transparente sur ton business, et en fait je me suis dit qu'il y a entre femmes comme ça, il y a un mouvement qui se met en place, et on se ressent pas toutes. Non, on n'a pas besoin d'être toutes noires, blanches, lesbiennes, tatouées pour parler de femmes en fait, pour parler d'argent. On est des femmes et on peut déjà en parler entre nous. Ouais, c'est clair. Complètement, je suis d'accord avec toi, et surtout tu vois, ça embraye sur cette idée que entre femmes, tu vois, moi les produits que je crée, notamment le produit qui s'appelle le Bootcamp, mais globalement Ramène ta fraise, c'est quand même une entreprise qui est à destination des femmes, pour les femmes, en non-mixité.
Donc il n'y a pas d'hommes en fait dans mes produits. Dans ce produit-là, sur une autre partie de mon business, oui, qui est en self-service, mais sur ce produit-là, il n'y a que des femmes. Parce que je pense que l'environnement exclusivement féminin apporte énormément de positif. C'est-à-dire que, je le vois dans le bootcamp, il y en a qui ont des compétences complémentaires. Il y a Anaïs qui est, elle, CEO d'une boîte qui s'appelle Audit and Coverage, qui fait vraiment toute la partie finance des boîtes. Et en fait, elle conseille je sais pas moi, Juliette sur comment elle gère sa boîte, tu vois, et son argent. Et Juliette, elle est experte en commercial. Et donc, elle explique à Marie-Claire comment faire des bons messages d'approche sur LinkedIn et par email. Et Marie-Claire, elle est conférencière. Et donc, du coup, elle va expliquer à une autre personne comment faire ça. Et donc, tu vois, tout ce partage de compétences fait que dès qu'on est dans un environnement favorable, propice, dès qu'on est aussi dans un environnement safe qui nous permette de nous dire ok, je peux prendre la parole et on va pas se moquer de moi, on va pas me juger, la barre n'est pas trop haute, je me sens pas nulle, et ben du coup il y a des choses de ouf qui se passent. Et moi c'est pour ça que j'ai créé cette boîte en fait. Ramène ta fraise, dans 25 ans, c'est un endroit où les femmes peuvent prendre le pouvoir par l'apprentissage. C'est-à-dire que en fait tu vas apprendre à écrire, parce que écrire c'est porter sa voix, c'est raconter son histoire, c'est aussi potentiellement générer des leads pour ta boîte, donc gagner de l'argent. Mais tu auras peut-être un endroit où il y aura Vanessa qui viendra nous faire du money mindset sur ok, comment est-ce que tu places ton argent, comment est-ce que ça se passe concrètement, et peut-être qu'il y aura Julia qui viendra nous expliquer de comment est-ce qu'on fait des conférences, comment est-ce qu'on prend la parole, et je trouve que tout ça c'est ultra important, et c'est en ayant la connaissance et la formation pour que tu prends confiance en toi, parce que tu te dis ok, c'est bon, j'ai confiance en moi, je sais comment faire, tu commences à le faire, t'oses le faire, parce que tu sais que t'es compétent, parce que t'es formé, t'as suivi tout ce qu'il fallait, tu vas le faire. Comme tu vas le faire, tu vas prendre plus de risques, tu vas réussir, tu vas avoir des succès, tu vas le faire de plus en plus, de mieux en mieux, et tu vas finir par dire à tout le monde « regardez comment je sais trop bien faire ça », et ça va devenir une compétence que tu as acquise, tu vois. Et tu vas être capable de l'enseigner même presque, tu vois. C'est vraiment magique de t'entendre parler, parce que je suis vraiment alignée avec ce mindset, dans le sens où la sororité, moi c'est pareil, j'ai des visuels sur ma page Insta, c'est toujours des femmes noires et des femmes noires diverses, pas que je ne m'adresse qu'aux femmes noires, mais c'est que c'est des femmes noires qui parlent, donc je me positionne en tant que on existe et on s'exprime. Et en fait, quand tu t'assumes et que tu partages comme ça, moi par exemple, je me suis rendu compte que j'avais une communauté LGBT. Tu vois, donc d'autres personnes en fait qui se sentent concernées par mon message, et en tant que femme, et moi je me disais pas que moi je me disais elles sont blondes, elles sont jolies, elles sont bien, elles ont pas les mêmes problèmes que moi, tu vois, et même pour certaines qui ont pas eu qui sont pas nées en Afrique dans la pauvreté, mais parce que j'ai eu des combats ou des choses comme ça, j'ai dû apprendre, donc du coup cette notion d'apprentissage là, que elles comprennent en fait, alors que c'est pas exactement les mêmes combats, et ça m'a beaucoup touchée, parce que en effet pour moi l'apprentissage, tout comme toi, c'est hyper important, je donne beaucoup. Moi, je fais même une revue de presse, parce que du coup, j'avais assisté à une conférence sur les business angels, où on disait qu'en fait, il y avait des nanas qui bossaient dans des entreprises de business angels, et en fait, elles avaient du mal à tenir des conversations économiques avec des chefs d'entreprise qui venaient lever des fonds chez elles, mais en fait, parce qu'elles n'avaient pas de connaissances économiques. Donc, moi, déjà, j'aimais bien l'économie, et j'avais une revue de presse économique que je faisais pour moi-même, et je me suis dit, c'est bien ça, écoute, je vais le faire pour ma communauté, et du coup, je leur fais une revue de presse tous les matins sur l'actu économique. Après, c'est mes nouvelles à moi, mais en fait, ça a un petit succès, ça marche de plus en plus, et j'ai beaucoup de femmes qui me disent, waouh, on apprend trop de trucs, et je me dis, mais c'est ça en fait, et je sais pas où est-ce qu'on va aller avec ma communauté, mais quand je pense à mes projets, c'est exactement ce que tu dis, que dans quelques années, j'aimerais bien que la connaissance puisse se partager comme ça, à tourner. Donc, je suis contente de t'entendre le formaliser. Merci. Et c'est vrai que la non-mixité, pour moi, tu vois, le fait d'être 33 femmes, j'ai remarqué qu'il se passait des choses qui se passaient pas ailleurs. Désolée, mais c'est vrai. Et c'est un truc sur lequel on me questionne souvent. Enfin, les hommes n'osent pas trop me questionner là-dessus, et les femmes, pour elles, c'est évident. Donc, évidemment, c'est un sujet sur lequel j'ai pas trop l'occasion d'exprimer, parce que soit les mecs, ils osent pas, et ils sont là, genre, alors, comment ça se fait que tu ne t'adresses pas à des hommes sur le produit du bootcamp, et donc, finalement, ceux qui osent le faire, tu sens que ils savent pas trop comment se positionner, parce qu'en réalité, ils sont à la fois jugés partis,
Donc, tu vois, ils sont exclus d'un truc, donc tu sens que ça les pique pour une fois qu'ils sont exclus d'un truc, tu vois. Heureusement que c'est pas eux le centre du monde, tu vois, et qu'on leur dise pas, ah, bah alors, comment ça se passe pour une fois que le monde n'est pas pensé autour d'eux, tu sens que ça fait une espèce de bzzzt dans leur tête, tu vois, donc ils savent pas trop comment se positionner. Dans les hommes blancs. Les hommes noirs, ça va encore, mais dans le sens où, quand t'es racisé, je pense que t'es capable de comprendre les mécanismes. Bah en fait, C'est pas dire que t'as pas de sexisme. Pour moi, c'est pas ça en fait. C'est juste que quand t'es racisé, tu sais ce que c'est être exclu, ça surprend pas. Oui, voilà, c'est ça. T'es pas étonné en fait. Exactement. Moi, je sais que dans ma communauté, moi à l'origine, je parle aux femmes, mais les hommes blancs se sont à l'aise partout, donc en fait, ils viennent quand même. Et quand des fois je dis mes choupettes, en plus, moi j'abuse, hein, ma pupuce, ma loulou dans ma newsletter, chouchou, doudou, vraiment, ils savent que c'est pas eux hein, que je parle. C'est clair, tu vois, il n'y a pas de doute. Mais quand même, tu vois, ils me répondent quand je fais des sondages. Non, ils répondent, ils sont là. Et du coup, j'ai dû, en fait, même me questionner que peut-être qu'il faudrait que je reformule mon discours. Et en fait, après, je me dis, mais non, à l'origine, non. C'est pas eux qui ont les problèmes. Tout le monde leur parle, tu vois. Ouais. Mais c'est aussi maintenant même la réflexion de se dire que, mais qu'est-ce qui fait qu'ils ont plus envie d'écouter ce que moi je dis, parce que c'est comme toi en copywriting, ce que tu dis, il y en a beaucoup qui le disent, et moi en finance, je veux dire, il y a plein de choses que, tu ouvres BFM, en vrai c'est souvent, je prends du BFM et je le remixe avec ma louloute, ma petite voilà comment ça se passe, tu vois, c'est vraiment la même chose, c'est les mêmes sources, le Figaro, bref, les mêmes sources économiques, et après c'est de se dire pourquoi elle, je peux comprendre pourquoi elles se sont connectées, mais pourquoi lui en fait t'as dit un truc très juste, c'est-à-dire un homme blanc va se sentir légitime partout, c'est-à-dire qu'il va arriver, le monde est à lui en fait. C'est ça. Genre, et alors que nous, on a la plus habitude, déjà quand t'as un homme racisé, tu sais ce que c'est que d'être exclu. Et moi, tu vois, quand je parle de non-mixité, quand je dis, voilà, mes projets sur non-mixité, tu vois, on m'a posé la question dans les podcasts que j'ai eus ces derniers temps, en interview, et tu sentais que c'était ne se prononce pas, tu vois. Il m'a posé la question, mais après la question, il avait du mal à rebondir, tu vois, parce que en fait, il sait pas comment se positionner en fait par rapport à ça, et tu sens que probablement ça doit toucher quelque part à son ego, à son estime, à l'injustice que ça représente à ses yeux, alors que en fait non, c'est juste que pour moi on part pas déjà de la même ligne de départ, donc je n'alimente pas les deux pareils, désolé, mais en fait les femmes elles ont beaucoup plus de chemin à parcourir, tu vois, donc viens on aide elles, et puis après quand on sera à l'égalité, oui peut-être que je ferai des produits pour les hommes, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc mais tu sens que c'est inconfortable. Mais pour le coup, je suis assez fière de ça parce que ça crée des bons moments, quoi. Ça crée des super bons moments. J'ai une question par rapport à ça sur tes. Je sais que c'est pas moi qui t'interviewe, mais j'ai quand même te poser. Ah si, tu peux. Du coup, tes produits, donc tu t'adresses majoritairement aux femmes. Ton marketing, tu l'adresses majoritairement aux femmes. Ce que tu vends, tu l'adresses, j'imagine, majoritairement aux femmes. Est-ce qu'il y a des hommes qui le consomment? Et comment tu fais pour faire le tri là-dedans? En fait, moi, à l'origine, j'ai commencé même à travailler pour les femmes parce que, en tant que bancaire, je voyais des inégalités terribles. Des inégalités financières, mais bon, il suffit de lire Le genre du capital, on en parle de plus en plus, pour savoir. Mais c'est une chose de le savoir, c'est une autre chose de le vivre. Ouais. Dans le sens où, moi, j'étais pas... je suis transfuge de classe, mais c'est depuis pas si longtemps que ça. De deux, j'ai pas été éduquée dans un univers CSP plus à Paris, je suis provinciale et avant j'étais née en Afrique. Donc tout cet écosystème parisien qui connaît un peu les inégalités, les combats féministes, c'était pas mon problème. C'était pas mon problème, je n'y connaissais rien et j'avais même pas été éduquée ou préparée à connaître ça. Donc du coup, cette réalité-là, je l'ai découverte dans la vraie vie, dans le sens où je voyais des vrais divorces et je voyais madame qui galérait ou madame qui galérait et puis je voyais un autre divorce et madame qui galérait pas parce qu'il y avait son père en fait, tout simplement, qui venait faire le rachat de Soult, parce que ça s'appelle rachat de Soult, racheter sa part à elle et qu'elle s'en sorte, elle se retrouve pas dans des difficultés. Et donc en fait moi-même en tant que femme, je me posais des questions que mais c'est bizarre, parce qu'en plus moi après j'ai une histoire particulière, je grandis pas une mère célibataire, que des femmes autour, donc en fait toutes ces inégalités de couple là je connaissais pas, donc c'est vraiment dans le boulot, dans l'argent que j'ai vu, mais il y a des trucs qui sont un peu chelous. Et après moi-même j'ai été en couple et ça c'était quand même le comble, je me suis mise en couple avec un beau gosse super riche, l'impression c'était Noël, j'avais tout gagné et il m'a mis dehors en fait, c'était fini, le couple
on s'est séparés et il m'a mis dehors. Donc ça fait partie des trucs que j'ai déjà raconté, hein, donc mon audience le sait. Mais en fait, il m'a mis dehors et là, je me suis rendu compte de toutes les femmes que j'avais aidées à racheter des parts de prêts immobiliers, à débloquer des situations financières et de me voir moi à la rue avec mes parents qui viennent prendre mes valises. Je me suis dit, il y a un truc bizarre quand même. Déjà, je trouvais que c'était bizarre dans mon boulot, mais dans mon expérience de femme, c'était bizarre. Et en fait, ça a été toute une histoire. Déjà, je suis tombée du coup sur des podcasts. J'ai découvert le mot la masculinité toxique, tu vois. Et en fait, c'est là où en fait, je me suis dit, mais j'aimerais bien peut-être un jour faire un podcast. Et il y a eu tout un cheminement. Je suis devenue ingénieure en informatique, j'ai repris mes études, j'ai triplé mon salaire, je suis devenue influenceuse, podcasteuse. Au fur et à mesure, je me suis formée, je me suis rendu compte qu'un tel parcours, il n'y en a pas beaucoup. Avoir un tel vécu et une telle expertise aussi bien technique que dans la vraie vie, c'est rare. Et ça permet en fait une forme d'empathie. Les femmes qui rencontrent ce genre de problème, moi, je ne l'ai pas lu dans un livre, je l'ai compris, tu vois. Et donc, en fait, du coup, tous ces hommes-là qui viennent me voir, parce que moi, je fais toujours des réponses de 3 heures à une question qui était toute simple. Tous ces hommes-là qui viennent me voir et qui, du coup, en général, se plaignent parce que je ne leur parle pas à eux, souvent, soit ils connaissent mon histoire, donc ils ne vont pas se plaindre officiellement, ou alors ils vont se plaindre. Mais tu vois, il y a toujours ce truc-là que je leur réponds toujours, non, mais je sais que ça te fait mal parce que t'es pas préparé, t'es pas conditionné à vivre l'exclusion, en fait. Donc moi, je vais t'expliquer qu'en fait, l'exclusion, ça existe. Donc si tu ne savais pas, bienvenue, apprends, digère et t'es toléré. Mais t'es pas la star de mon film, aujourd'hui. Merci. Franchement, c'est incroyable. Mic drop. Merci. Au revoir. Ça y est. D'ailleurs, incroyable voilà. Merci. Franchement, merci pour les punchlines. C'était incroyable. C'est pas la star de mon film. T'es pas la star de mon film. Voilà. On garde ça. On en fera un post, Julia. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir permis de te rencontrer, de t'interviewer. Et puis, peut-être à bientôt. Hein. Merci à toi, franchement c'était incroyable, c'était génial, j'ai adoré et c'était cool d'avoir cette petite partie à l'inverse où j'écoutais ce que tu m'as raconté et merci pour cette forme d'interview, c'était trop bien. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager à ton entourage. Si tu souhaites me soutenir, laisse-moi 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et viens me parler, cela me fera très plaisir. Pose-moi des questions, laisse-moi des commentaires, ainsi j'aborderai des thématiques qui te concernent directement. Tu peux me retrouver sur mon site web, Instagram, ainsi que toutes les semaines via ma newsletter. Au plaisir de te retrouver pour de nouveaux épisodes. À bientôt. Bisous.